Ceci est une sombre histoire de cupidité, et de ce qui arrive lorsqu'une quête d'argent ne se laisse pas arrêter par la vie d'autrui. C'était vraiment épouvantable. C'était le pire des cauchemars. Dans une propriété modeste et tranquille de la banlieue nord de Londres, un couple élève 2 jeunes enfants. Mais des forces sont à l'œuvre pour briser leur monde ainsi que leurs chances d'un futur bonheur. Dès le début, Sharon, originaire de Barnet dans le Hertfordshire, s'est imposée comme une star. À l'âge de 14 ans, elle apprenait le karaté et était la première de sa classe. Elle ne se doutait pas que cela allait changer sa vie. Elle attire l'attention de l'entraîneur, Gary, ceinture noire 5e dan et secrétaire du club de karaté de Grande-Bretagne. Sharon ne s'impliquait pas totalement, sauf si elle pensait pouvoir être la meilleure. Dans la classe de karaté se trouve également Paula, la meilleure amie de Sharon. Paula a toujours fait partie de la vie de Sharon, depuis sa plus tendre enfance. Elles sont passées par les mêmes écoles. Gary a commencé sa vie professionnelle comme bijoutier et s'est séparé de sa femme. Bien que Sharon n'ait que la moitié de son âge, Gary entame une relation avec elle. Il l'a invitée à un voyage de karaté au Canada. Puis ses parents ont appris que Sharon était la seule personne à partir avec Gary. Que faire? Sharon allait avoir 16 ans. Est-ce qu'on peut essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en leur disant « Non, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça ». Pour qu'ensuite ils se retournent, partent sur leur vélo et laissent la famille complètement brisée. Ce n'était pas normal. Je n'arrivais pas à comprendre qu'elle soit attirée par un homme bien plus vieux qu'elle. Il faut prendre sur soi et dire « Oui mais bon, si vous voulez le faire, vous allez devoir réfléchir, ils doivent comprendre qu'il faut assumer les conséquences. » Mais c'était très compliqué, vraiment difficile. Mais Sharon volait haut. Gary l'a aidée à atteindre la 2e place des championnats du monde de karaté en 1989. Elle a obtenu un diplôme de monitrice de natation et un diplôme avec mention en mathématiques. En 1993, à l'âge de 22 ans, elle s'est mariée avec Gary, mais sa famille avait encore des réserves. Ce que Dieu a uni. À bien des égards, j'avais l'impression d'assister à un mariage d'étrangers. Je ne pouvais pas me sentir à l'aise avec lui. Mais Sharon aimait Gary. À la fin des années 90, le couple vivait dans une ancienne maison communale de 3 chambres à coucher dans le Hertfordshire avec leurs 2 fils. Gary avait également un fils adolescent issu de son premier mariage, qui vivait avec son ancienne épouse. Sharon travaillait comme agent de recherche, mais la jeune famille n'était pas destinée à être heureuse longtemps. Bientôt, tous les aspects de leur vie devront être examinés par la police métropolitaine. Nous sommes maintenant sur le domaine où Gary et Sharon ont installé leur dernière maison ensemble, un domaine assez calme. Mais Gary ne voulait pas d'une vie tranquille dans un domaine ordinaire, ni d'un emploi stable. En voyant Gary, je me suis toujours dit qu'il ressemblait à un stéréotype londonien d'Arthur Daly. Gary avait trouvé un moyen rapide d'obtenir le succès ainsi qu'un haut statut social. Les magouilles. Gary avait beaucoup modifié la maison en l'agrandissant, allant même jusqu'à installer un dojo et un gymnase sur les lieux. Il tenait beaucoup à faire construire une piscine dans le jardin arrière. La piscine a vite éclipsé le jardin et en occupait la plus grande partie. On pourrait dire qu'il s'est transformé en un personnage de gangster des années 1960, très charismatique.
Il voulait que tout le monde pense qu'il était ce grand homme d'affaires. Je pense qu'on pourrait dire que Gary avait de l'argent, mais aucune classe. Il ne voyait pas la valeur des petites choses, à moins qu'il ne s'agisse de diamants. Il finançait ce mode de vie par une nouvelle carrière. C'était les débuts du commerce en ligne. Depuis un loft aménagé, il achetait et vendait des guitares de grande valeur, rares et anciennes, se constituant ainsi une immense collection. Il tenait vraiment à montrer à ses amis à quel point il était devenu riche, qu'il avait réellement réussi sa vie. La valeur de sa collection a vite atteint les centaines de milliers de livres. Une fois, Gary s'est rendu en Amérique avec une guitare et, apparemment, au lieu de la mettre en soute, il a payé une place pour la guitare. Ça m'a aidé à comprendre à quel point ces choses avaient de la valeur. En réalité, Gary était en proie à des difficultés financières. À 2 reprises, il a prétendu que des guitares avaient été volées et a reçu des indemnités à 6 chiffres. Il était très discret sur ses affaires. C'était un homme qui aimait contrôler les choses, et il ne laissait même pas sa femme entrer dans le bureau. Donc elle ne savait pas vraiment ce qui se passait là-dedans. De plus en plus, des tensions apparaissent dans sa relation avec Sharon. Gary voulait toujours rester à la maison et ne pas sortir le soir. Et Sharon voulait manifestement sortir, mais elle avait l'impression qu'elle ne devait pas le faire. Le travail et l'argent provoquaient encore plus de tensions. Même si Gary aimait dépenser son argent, il n'avait pas d'emploi régulier. Il savait s'y prendre, il avait la capacité de faire en sorte que les gens fassent tout pour lui. Sharon travaillait à temps plein. Elle pensait à son avenir et à celui de ses 2 petits garçons. Elle a commencé à demander à Gary de trouver un emploi. Gary, pour une raison ou une autre, pensait que c'était idiot de travailler pour quelqu'un d'autre. Je pense que Gary n'a jamais occupé un emploi permanent, qui lui assurerait un revenu régulier. Sharon avait un avis très prononcé sur la question. La tension est telle que le couple se sépare, creusant un fossé de plus en plus dangereux. Au cours de l'été 1999, Sharon a pris les garçons et est retournée vivre avec son père. Pour ses parents, Arrivé à sa mère. Je lui ai parlé, vous savez, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, écoute, ce n'est plus ta mère que tu vois ici. Ta mère est partie. Le cancer avait atteint le cerveau. En août 1999, Betty est décédée. Le mois suivant, Sharon, 29 ans, a commencé sa formation d'enseignante de 3e cycle. Elle envisageait une nouvelle vie sans Gary, mais si elle divorçait, elle avait besoin d'une indemnité pour couvrir son avenir avec les garçons. Mais elle était loin de se douter que pendant qu'elle se préparait à la vie de parents célibataires, Gary avait entamé une nouvelle relation. Avec nulle autre que la meilleure amie de Sharon à l'école et au cours de karaté, Paula. Paula était une amie de longue date, mais pendant l'absence de Sharon, cette relation s'est transformée en liaison qui a débuté en septembre ou octobre 1999. Mais Gary était un homme stressé. Son mariage battait de l'aile et il pensait que le paiement du divorce qui approchait serait un désastre. Bien qu'à première vue, il s'agissait d'un homme prospère vivant dans une grande propriété avec sa collection de guitares, il était en réalité très endetté. Il avait des dettes de cartes de crédit qui dépassaient largement les 100 000 livres et il était en difficulté, il le savait et subissait une pression énorme. Mais Sharon était dans l'ignorance, et elle était sur le point de prendre une décision qui briserait sa famille à jamais. Je pense que c'est une chose intéressante. Cette pièce unique permet de réaliser 52 couches. Regardez sur des appareils mobiles ou sur grand écran. Tout cela gratuitement. Aucun abonnement n'est nécessaire. Sharon, enseignante stagiaire et mère de 2 petits garçons, avait quitté son mari Gary après une série de disputes et s'était installée chez son père.
Gary était au chômage, avait un énorme découvert et entretenait une liaison secrète avec Paula, une amie proche de sa femme. Sharon s'apprêtait à le frapper là où ça faisait mal. En automne 1999, il était clair que Sharon et Gary avaient envisagé de divorcer. Les chiffres avancés sont incroyables, car Gary avait proposé à Sharon un règlement de l'ordre de 45 000 livres sterling, ce qui était une somme dérisoire. Si l'on considère que la maison familiale pouvait être vendue pour une valeur d'environ 400 000 livres, et que cette collection de guitares était très coûteuse. Elle a confié à des amis que c'était la somme qu'on lui proposait. Elle s'est également confiée à son avocat, et cet avocat ainsi que ses amis ont tous insisté sur le fait qu'elle devait demander plus. Une somme de l'ordre de 100 000 livres sterling serait un accord convenable. Sharon a parlé à Gary, en insistant sur le fait qu'il devait vendre aux enchères une partie ou la totalité de sa collection de guitares pour payer ce qu'il lui devait. Je t'ai fait une offre, tu n'auras rien de plus. Mais Gary refuse immédiatement de vendre sa chère collection de guitares pour subvenir aux besoins de Sharon et de ses fils. Gary est une personne très possessive. Ce qu'il a est à lui, ce qu'il a, il veut le posséder. Il ne veut rien lâcher. Il l'aurait combattu bec et ongle. Selon la police, Gary aurait concocté un plan pour que Sharon n'obtienne aucun soutien si elle venait à l'attaquer en justice. Gary était très soucieux de limiter la somme d'argent qu'il devrait éventuellement verser à Sharon pour le divorce. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour noircir le nom de Sharon. À un moment donné, Gary a demandé à un détective privé d'essayer de surprendre sa femme en compagnie d'hommes. C'était la trahison ultime. Il a utilisé Paula, une amie proche de Sharon, avec laquelle il avait lui-même une liaison secrète, pour tenter de prouver l'infidélité de sa femme. Le plan prévoyait que Paula, sa petite amie, emmène Sharon dans divers clubs et pubs locaux pour essayer de trouver un petit ami que le détective privé pourrait voir. Cette démarche n'a pas été couronnée de succès et l'un des autres moyens utilisés pour tenter de noircir son nom a consisté à dire à des amis et associés locaux qu'elle vendait et achetait de la drogue. Là encore, cela n'a jamais été prouvé. Pendant les vacances scolaires d'octobre 1999, Sharon, qui semblait aussi se préparer au divorce à venir, a pris la décision la plus dangereuse de sa vie. Elle a décidé de quitter la maison de son père et de retourner vivre avec Gary. Elle l'a fait sans le dire à son père, et pendant qu'il était absent. Les choses se passaient mal dès le départ. Alors qu'elle et Gary déplaçaient les lits des garçons hors de la maison de son père, elle a fait une chute. Apparemment, Sharon a glissé, sa tête a heurté les escaliers et elle a dû être hospitalisée. Elle a glissé? Ou quoi? Sharon avait pris la décision de retourner vivre avec Gary après avoir consulté son avocat. Je crois qu'on lui a dit qu'il serait préférable qu'elle soit dans le foyer conjugal avant d'entamer la procédure de divorce. Il est beaucoup plus facile pour la femme de garder la maison et les enfants si elle est effectivement présente, alors qu'il lui serait très difficile d'y revenir une fois la procédure entamée. Le dernier week-end de novembre 1999, Sharon avait une journée importante à venir le lundi, une formation continue pour les enseignants. Elle a ramené 40 cahiers d'exercice. Sa tante Janet, elle-même enseignante, l'a appelée le samedi soir. J'ai dit, et les corrections? Elle m'a dit qu'elle en avait des piles, je l'avais prévenue. Mais au cours de cette conversation, Sharon a parlé à Sandra, la fille de Janet. Selon elle, quelque chose avait mis Gary dans tous ses états. Elle a répété qu'elle voulait divorcer. Le lendemain, la famille s'est rendue chez un voisin. Sharon et Gary sont allés prendre le thé avec les voisins et ont emmené les enfants. Il y a eu un certain degré de contrariété et de tension. J'apporte l'argent. Elle s'est ensuite rendue sur cette pelouse, où elle faisait voler un cerf-volant avec ses enfants.
C'est étrange à cette époque de l'année, car il fait évidemment très sombre. La dernière chose que nous savons de Sharon, c'est qu'elle a eu une conversation téléphonique un peu plus tard avec une assistante maternelle au sujet de la garde des enfants pour les jours suivants. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Mais l'assistante maternelle n'a jamais revu Sharon. Le lendemain, il n'y avait pas non plus de signe de Sharon à l'école où elle était attendue pour sa formation d'enseignante. Il y avait un problème évident. Sharon n'était pas arrivée à l'école où elle enseignait, et elle n'avait pas dit à l'école qu'elle ne viendrait pas. Les proches n'ont pas eu de nouvelles de Sharon et ils étaient nombreux à être inquiets pour elle. Ce lundi après-midi, Sandra, la cousine de Sharon, a téléphoné à la maison. Elle a dit, « Maman, j'ai un mauvais pressentiment. » Elle a dit que Sharon n'était pas là. J'ai dit, « Comment ça, Sharon n'était pas là ?» Elle y était allée, mais personne n'était là. Puis Gary est rentré de chez les voisins avec les garçons. Il a dit que Sharon n'était pas là. Sharon n'était pas rentrée. Gary a téléphoné au père de Sharon. Gary a appelé et a demandé si Sharon était là. Et j'ai dit, non, elle n'est pas chez elle. Il m'a dit que non, elle était sortie sans revenir. Il a dit qu'elle était allée chez des amis de son groupe de maths et qu'elle avait pris ses cahiers pour se préparer à la formation d'enseignant. C'était un peu étrange la façon dont il l'a présenté, c'était comme si c'était un fait évident. Gary n'a appelé la police pour signaler la disparition de sa femme que 2 jours après la disparition. Le jeudi, toujours sans nouvelles, Sandra a rappelé. Elle est arrivée, et Gary a dit, « Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. » Et il lui dit, « Vois par toi-même. » Il a insisté pour qu'elle entre, et il l'a emmenée dans la maison pour lui montrer, lui prouver que Sharon n'y était pas. Il n'y avait aucune trace de Sharon, mais Sandra a remarqué qu'une partie du papier peint à côté du lit avait été décollée. Il a dit, « Elle est partie. » Et c'est là que le cauchemar a commencé. À la même heure, Harry a appelé la police pour dire qu'il n'y avait aucun signe de Sharon. Je leur ai téléphoné, ce qui a été un véritable choc. C'était tellement simple. Et ils m'ont dit, elle a plus de 18 ans. Elle a le droit de disparaître si elle le souhaite. La plupart des personnes disparues sont retrouvées dans les 6 premières semaines, 80% d'entre elles reviennent dans ce laps de temps, et nous n'y faisons vraiment attention qu'après cette période de temps. Ce qui est vraiment un coup dur quand on est inquiet. Gary a dit à la police qu'il pensait que Sharon était avec un autre homme, mais sa famille ne comprenait pas pourquoi elle avait abandonné les garçons qu'elle aimait. C'était à l'approche de l'an 2000. Elle avait évalué sa propre vie, et avait été emportée par l'excitation en sentant qu'un nouveau départ était possible. Elle était en plein exercice d'enseignement. C'était important. Elle était en train d'organiser le reste de sa vie. La vie commençait à lui sourire, à redevenir positive. Elle avait dit qu'il s'agissait d'un nouveau siècle et d'un nouveau départ. J'ai commencé à penser qu'elle avait fait une dépression et que j'avais raté quelque chose. Pour Harry, la disparition de Sharon est un coup dur qui survient seulement 3 mois après la mort de sa femme. On finit par culpabiliser. Je me sentais vraiment coupable. Je n'ai pas été aussi attentif que j'aurais dû l'être. Et j'ai été absorbé par mon propre chagrin, sans remarquer quoi que ce soit avec Sharon. Et intérieurement, on commence toute une procédure d'auto-accusation.
Tout ce que j'ai fait après les 4 ou 5 premiers jours, c'est de m'asseoir dans la véranda en regardant la porte d'entrée, en attendant que quelqu'un s'en approche. Vous sentez qu'elle pourrait être dans la rue? J'en suis arrivé au point où je mettais mon manteau et je m'apprêtais à franchir la porte. J'allais me rendre à King's Cross et Houston pour essayer de voir si elle était là, dehors. Mais en arrivant à la porte d'entrée, on se rend compte qu'il n'y a aucune chance de trouver une personne à Londres, elle n'y était peut-être même pas du tout. Je suppose que nous savions que quelque chose d'horrible s'était produit à un moment donné. Le mois suivant la disparition, la police a enfin fait une percée. La voiture de Sharon a été découverte. La voiture a été retrouvée dans cette petite rue tranquille. Ce n'est qu'à environ 800 mètres de l'endroit où il vivait. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se gâter. Jusqu'alors, j'avais soutenu que Sharon, et ça peut paraître drôle ou idiot, mais dans mon esprit, je me disais qu'au moins, elle avait la voiture, elle pouvait rentrer si elle le voulait. Lorsque la voiture a été retrouvée, j'ai pensé qu'elle était livrée à elle-même dans une situation très difficile. C'est à ce moment-là que j'ai eu les pensées les plus noires sur ce qui aurait pu se passer, sur le fait qu'elle aurait pu être enlevée. Gary a déclaré à la police que Sharon avait son téléphone sur elle. Un agent a vérifié si le téléphone se trouvait dans la boîte à gants. La voiture a ensuite été rendue à Gary. La police judiciaire locale a été informée et a souhaité récupérer le véhicule pour un examen médico-légal. À ce stade, il s'est écoulé probablement 2 heures. Lorsque les inspecteurs ont récupéré la voiture, ils ont constaté qu'elle avait été nettoyée. Si elle a été nettoyée, ça doit signifier qu'il s'est passé quelque chose, mais votre esprit se bloque parce que vous ne voulez pas vraiment savoir. J'ai eu un mauvais pressentiment dès le début, lorsqu'elle a disparu. Quand la voiture a été retrouvée, mon pire cauchemar a commencé. L'agent qui avait déjà fouillé la boîte à gants a constaté que son contenu avait été modifié. On y trouvait des objets qui n'étaient pas là avant. Il s'agissait d'un gobelet en plastique pour enfants, recouvert d'une poudre blanche. Il y avait un livre de cartes, quelques contenants en plastique et 2 Durex. Était-ce un moyen de perpétuer l'histoire, le mythe selon lequel Sharon était une vilaine fille qui avait prévu de quitter Gary pour un autre homme? Nous ne sommes pas sûrs, mais cela ne semblait pas correct à l'époque. Du sang a été trouvé dans le coffre. La maison a été fouillée et d'autres taches ont été trouvées dans la salle d'arts martiaux. Gary avait une explication. Il a dit que Sharon et lui avaient joué à la bagarre. Il a déclaré que Sharon avait saigné du nez. Pour le sang qui se trouvait dans le coffre de la voiture, il a dit que Sharon s'était pincé la main dans une poussette pour bébé. Mais dans les 2 cas, le sang était en quantité suffisante pour que ce soit suspect. Dans le loft de Gary, la police a trouvé les guitares, mais d'autres découvertes ont été faites. Lors de la fouille, il a également été constaté que la chambre avait été redécorée. Les recherches se sont ensuite poursuivies dans le gymnase, où l'on a découvert un nombre de livres qui pourrait s'élever à 30 livres scolaires. Il s'agit des livres que Sharon aurait emportés avec elle lorsqu'elle a disparu cette nuit-là pour se préparer à la formation du lendemain. Mais aucune preuve tangible d'un acte criminel. Un mois après la disparition de la jeune femme de 29 ans, le mystère de cette enquête restait entier. Gary était prêt à lancer un appel à la télévision, la suppliant de rentrer chez elle, et c'est là l'étendue de son désir de montrer qu'elle était encore en vie et qu'il croyait qu'elle était encore en vie. La police a reçu une nouvelle piste. Paula, l'amante de Gary, a affirmé qu'un mois avant sa disparition, Sharon lui avait donné une enveloppe à conserver.
Elle contiendrait de la drogue, de l'argent liquide et un passeport. C'était un kit d'évasion. Paula a déclaré à la police que la nuit de la disparition de Sharon, elle avait reçu un appel de Sharon lui demandant de la rencontrer. Le rendez-vous était fixé dans une ruelle sombre, et Paula est arrivée la première. Finalement, Sharon est arrivée. Sharon était dans sa propre voiture. Elles ont parlé très brièvement et elle semblait contrariée. Je t'avais dit que j'en aurais besoin. Dans la voiture se trouvait un homme inconnu de Paula. Je t'appellerai pour te dire ce qui se passe. Appelle-moi. C'est la dernière fois qu'elle a vu Sharon. Bien que l'histoire de Paula ait détourné l'attention de la police un certain temps, Gary se sentait de plus en plus surveillé. Cette histoire, sur laquelle nous avons dû enquêter, a permis à Gary de gagner du temps pour se préparer à contrer l'enquête de la police, qui l'inquiétait visiblement beaucoup. Les enquêtes de police ont révélé son mode de vie et le fait qu'il avait un mobile, la procédure de divorce. C'était tout à fait inhabituel pour Gary de se séparer de ses guitares et de son argent, et plusieurs de ses amis parlaient avec la police, ce qui l'inquiétait. Gary était acculé et s'apprêtait à prendre une initiative désespérée pour mettre la police sur une fausse piste. Gary, l'homme d'affaires, était prêt à se battre. Sa femme Sharon avait disparu en novembre 1999 et les détectives se rapprochaient. Ils ont découvert que le couple s'était disputé sur le montant qu'il devait lui verser dans le cadre d'un divorce. En janvier 2000, la pression est devenue trop forte. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé d'un coup, sans préavis, sans avertissement. Gary a loué une camionnette, il y a rangé ses précieuses guitares, dont celles pour lesquelles il avait été payé par la fraude à l'assurance, il a fait monter ses 2 garçons et il a pris la route pour l'Espagne. Il a filé à l'anglaise, il n'y a pas d'autre mot. Fidèle à lui-même, Gary n'était pas satisfait avec un simple Ford Transit. Il voulait la camionnette haut de gamme d'une société de location locale, mais il l'a payée avec ce qu'on appelle un chèque sans provision. Un chèque invalide. Paula est restée en Angleterre. Sur le chemin de l'Espagne, Gary a posté une série de lettres. Il a écrit qu'il courait un risque s'il restait au Royaume-Uni et a prétendu que Sharon avait eu des problèmes avec un gang pour une dette impayée et qu'elle avait un petit ami. Je n'y croyais vraiment pas du tout. Je pensais qu'il s'était créé un petit monde à lui. Il était dans un monde imaginaire s'il pensait que c'était ce qui se passait. En février 2000, Interpol a retrouvé la camionnette. L'inspecteur Laurie Roach est allé en Espagne pour le récupérer. Mais en vertu des accords d'extradition en vigueur à l'époque, Gary ne pouvait être ramené en Grande-Bretagne, ni même interrogé sans mandat. Mais le départ de Gary a transformé l'affaire de personnes disparues en une affaire de meurtre potentiel, et les détecteurs ont élargi leurs recherches pour retrouver le corps de Sharon. Cette zone où nous arrivons est un endroit très étrange. On l'appelle localement les trous d'hirondelles et il s'agit d'une vaste zone humide. On ne trouve que 6 endroits comme ça dans le monde, et il s'agit d'un système de trous souterrains dans le calcaire, recouvert d'une boue limoneuse. Après la disparition de Gary en Espagne, nous avons commencé à fouiller des zones locales, des endroits où un corps aurait pu être déposé ou enterré. Ici, nous sommes à quelques kilomètres de la maison. Il y a plusieurs zones où des vortex apparaissent et des objets peuvent être placés dans ces vortex et ils dérivent en aval à travers ce réseau. La police n'a rien trouvé, mais des preuves sont sur le point d'apparaître et de confirmer que Sharon n'a pas abandonné ses 2 jeunes fils. En tant que père, on ne se permet jamais de croire l'inavouable.
L'idée que quelqu'un tue quelqu'un d'autre est tellement éloignée de ce que j'appellerais un état d'esprit normal. Je ne pouvais même pas penser une minute que quelqu'un l'avait tué. Fin mars 2000, dans la propriété d'un manoir élisabétain proche de la maison du couple, une sinistre découverte a été faite. Nous sommes à North Means Park sur Welham Green, et c'est ici qu'un fauconnier et son faucon ont découvert le corps de Sharon. Son corps a été retrouvé parmi des débris dans un cours d'eau couvert de forêt. Le corps a été examiné par mes soins et il était méconnaissable. Il a longtemps été exposé aux conditions météorologiques. Les examens médicaux ont révélé qu'il s'agissait du corps de Sharon. Je me suis effondré et j'ai pleuré. On ne peut rien faire d'autre. J'ai été complètement bouleversé, parce qu'une personne disparue peut encore être en vie. Et peu importe les circonstances et ce que pensent les gens, tout le monde disait « Oh, vous deviez vous en douter, vous deviez vous en douter ». Oui, on peut s'en douter au fond de son cœur, mais le cerveau refuse de l'accepter. Épouvantable. C'est épouvantable. C'était mon pire cauchemar. La cause de la mort indiquée était un traumatisme contondant à la base de la tête, causé par un marteau à billes. L'instinct de la police avait presque fait mouche. L'endroit se trouve directement en aval des trous d'hirondelles fouillés précédemment. Ce cours d'eau coule vers le nord. Les tunnels au loin mènent au domaine privé. Il est sec à l'heure actuelle, mais lorsque la pluie s'accumule, l'eau peut être très rapide. Un pathologiste a constaté des fractures au visage, à la mâchoire et à l'arrière de la tête. Ce que le pathologiste a également pu dire, c'est que le sang ne s'était pas vidé vers une zone particulière du corps. Il en a déduit que le corps de Sharon avait été jeté ou dissimulé très peu de temps après sa mort. La police avait besoin de savoir où le corps avait pu être caché. Elle a donc remonté le cours d'eau où il avait été trouvé. Le seul endroit que nous avons pu trouver était sous le ponceau de l'autoroute 1, parce qu'il était sec et bien caché. S'il s'agissait du bon endroit, la police devait savoir qui se trouvait dans les environs la nuit du meurtre. Les relevés téléphoniques furent examinés. Nos relevés téléphoniques ont montré que Gary se trouvait dans une zone proche de ce ponceau au bord de la route principale pendant 3 heures ce dimanche soir. Et pendant cette période, il a passé de nombreux appels téléphoniques à Paula et à son fils, Garrett. Les dossiers montrent que plus tard, Paula s'est également rendue dans la zone pendant environ 20 minutes. Gary n'a pas pu être interrogé car il se trouvait en Espagne. Il a par la suite affirmé que sa présence sur les lieux était une coïncidence. Mais Paula s'est expliquée pendant son interrogatoire. Gary était sorti faire du vélo. Il avait eu une crevaison et était tombé du vélo. Il a appelé Paula pour lui demander des pansements et un kit de réparation de crevaison. Elle s'est rendue sur place pour retrouver Gary et lui apporter son aide. Paula affirme qu'elle a donné rendez-vous à Gary à côté d'une passerelle qui enjambe la 1, du côté opposé à celui où se trouve le ponceau. C'est à cet endroit, à l'entrée du sentier, que Paula dit avoir trouvé Gary et qu'elle lui a administré les premiers soins sous la forme d'un sparadrap et d'un verre d'eau. Gary a également affirmé que certains des appels téléphoniques entre lui, Garrett et Paula étaient dus au fait qu'il voulait qu'elle vienne chercher Garrett au London Eye. Une nouveauté de l'époque ayant ouvert pour le nouveau millénaire, où se trouvait Garrett. Il a confirmé que Paula l'avait récupéré.
Elle a déposé Garrett devant la maison de Gary avant de rentrer chez elle. Le téléphone portable montre que Garrett était chez Gary pendant 2 heures cette nuit-là. La version de la police sur ce qui s'est passé ce soir-là est très différente. Selon nous, voilà ce qui est arrivé dans cette affaire. Quelqu'un avait défié Gary pour la première fois de sa vie. En l'occurrence, sa femme, Sharon. Il a fabriqué une histoire avec l'aide de Paula, pour montrer qu'elle se droguait, qu'elle avait des petits amis. Ce n'était pas du tout le cas. Il s'est passé quelque chose en rapport avec le divorce, quelque chose en rapport avec l'argent, mais Sharon a dit quelque chose qui a fait craquer Gary. Gary a perdu son sang-froid, et dans cette chambre, il a asséné à Sharon plusieurs coups violents à l'aide d'un instrument lourd, probablement un marteau. Ensuite, il a fait tout ce qu'il pouvait pour effacer ses traces. L'une de ces étapes consistait à retirer le papier peint des murs de la chambre. Cela expliquerait l'état de la chambre que Sandra, la cousine de Sharon, avait remarqué. Garrett, le fils de Gary, a par la suite confirmé avoir emporté 2 sacs poubelles, prétendument remplis de papier, chez un oncle, au sud de la Tamise. Mais il a affirmé que cela remontait à quelques semaines et que les sacs contenaient des documents liés à l'enquête menée par le détective privé. Gary a transporté le corps de sa femme dans une zone boisée proche de L1. Le corps a ensuite été dissimulé avec l'aide de Paula dans un caniveau. Il a ensuite été déplacé à travers les cours d'eau jusqu'à l'endroit où il a été trouvé par l'homme de la propriété privée. Élaborer un scénario pour le meurtre est une chose, retrouver la trace de Gary en Espagne et le traduire en justice en est une autre. Lorsqu'il est arrivé à Fuengirola, sur la Costa del Sol, il s'est d'abord installé chez une ancienne petite amie. Il est resté avec elle pendant quelques jours, puis quelques semaines. Il lui a expliqué que la police faisait pression sur lui parce que sa femme avait disparu, et c'était une femme mauvaise, bien connue dans la région comme trafiquante de drogue. Il a ensuite déménagé dans d'autres appartements et a placé ses enfants dans des écoles locales. Il n'est pas revenu au Royaume-Uni pour l'enterrement ou le service funéraire de Sharon. Beaucoup étaient désormais convaincus de la culpabilité de Gary dans la mort de Sharon, mais Harry n'arrivait pas à l'accepter. En partie à cause de la gentillesse dont Gary avait fait preuve à l'égard de la femme mourante de Harry. Il avait un caractère plutôt explosif, mais en temps normal c'était quelqu'un de très posé, calme, coopératif et compréhensif. Il avait apporté une aide et un espoir inépuisable à Betty dans sa maladie. Et à l'époque, je ne pouvais pas l'imaginer capable de faire une chose pareille. Un an après le meurtre, Harry a pris l'avion pour aller le voir et apporter des cadeaux de Noël aux garçons. Je ne pouvais pas croire que Gary leur avait fait ça. Je me disais que s'il l'avait fait, les garçons n'avaient plus rien, donc ils n'avaient pas pu le faire. En quelque sorte, je pensais que c'était impossible qu'il fasse subir une chose pareille à ces garçons. Mais l'attitude de Gary en Espagne l'a fait changer d'avis. Il ramenait tout à lui, sans parler des petits. Ils ont perdu leur maman. Il ne demandait pas si la police avait trouvé le tueur. Tout d'un coup, j'ai compris. Et donc, alors que j'ai pleuré sur tout le chemin du retour, il était impliqué dans ce qui était arrivé à Sharon. Gary a vendu la maison familiale depuis l'Espagne par l'intermédiaire de son fils aîné, Garrett, mais il était à court de guitare et d'argent. Il était enfin à court de temps. La police espagnole l'a arrêté. Alors qu'il attendait son extradition à la prison de Madrid, Gary s'est marié avec une résidente britannique qui vivait en Espagne et avec qui il vivait. Ça a retardé la procédure.
Finalement, je suis allé à Madrid, et il a été arrêté et ramené dans ce pays. La cour Old Bailey l'attendait. Gary, l'homme d'affaires qui était en fuite en Espagne, a finalement été extradé vers le Royaume-Uni. Mais il n'était pas seulement jugé pour le meurtre de sa femme, Sharon. Les assureurs qui avaient versé un demi-million de livres sterling pour les guitares volées l'ont poursuivi en justice. Ils ont pris certaines des guitares en compensation, d'autres ont été données à la famille de Gary. En 2004, Gary a plaidé non coupable de meurtre lors de son audience préliminaire au tribunal de Hendon. Lors de son procès complet à Old Bailey en mars 2005, Gary a de nouveau nié le meurtre. Son fils, Garrett, a nié avoir aidé l'auteur d'un crime et avoir eu l'intention de faire entrave à la justice. Paula, amante de Gary et amie de Sharon, a nié 2 chefs d'accusation pour aide à l'auteur d'un crime et un chef d'accusation pour entrave à la justice. Mais elle a avoué un crime similaire pour l'histoire de l'enveloppe. Elle a dit que c'était un alibi inventé par Gary. La défense a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve médico-légale que Gary avait assassiné sa femme, Sharon, mais le jury a estimé que les preuves circonstancielles étaient accablantes. Le papier peint dépouillé, les 3 heures passées par Gary la nuit du meurtre à l'endroit où le corps avait été jeté. Sa fuite en Espagne. Gary a été reconnu coupable et condamné à la perpétuité avec un minimum de 18 ans de prison. Garrett, le fils de Gary, a été innocenté et le jury n'est pas parvenu à déterminer si Paula avait aidé Gary. Elle a cependant été condamnée à 8 mois de prison avec sursis et a payé 1000 livres de frais pour entrave à la justice après avoir menti pour donner un alibi à Gary. Gary a fait appel, mais n'a réussi à réduire sa peine minimale que de 2 ans. À présent, la famille a laissé son lieu de sépulture anonyme. Il est maintenant temps de penser aux garçons et de voir s'ils veulent mettre des pierres et un mémorial, et voir s'ils veulent l'ajouter au livre du souvenir. Elle ne lui avait fait aucun mal. Peut-être à son ego, puisqu'elle voulait le quitter. Je pense que Gary était un homme très sournois et calculateur. Je pense qu'il était extrêmement matérialiste, et je pense que c'était la racine du problème. S'il a fait ça, c'était pour l'argent. Et je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, non seulement pour brouiller les pistes, mais aussi pour noircir le nom de Sharon. Je pense que Sharon était une femme charmante, une amie très loyale et une excellente mère pour ses enfants. Les gens me disaient, « Oh, vous ne le détestez pas, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça ?» Et j'ai dit, « Pour moi, Gary n'existe pas. Il n'entre pas en ligne de compte. Seuls les enfants comptent. Lui, c'est un objet, il n'existe pas. » C'est vraiment ce que je n'arrive pas à accepter. Elle ne devrait pas être arrivée ici à 29 ans. Qu'est-il advenu des 4 années scolaires? Ou même 3 années scolaires, ça aurait été un bonus. La vie est sacrée. Si elle était morte en guerre, on aurait pu faire le deuil. Elle serait morte pour une bonne cause, mais l'argent n'est pas une bonne cause. Jamais. Jamais.